Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une partie de mes travaux de thèse concernant l'origine et la diversification du pommier domestique à partir de ses apparentés sauvages en Eurasie. C'est des travaux que j'ai réalisés durant ma thèse. Ma thèse, je l'ai soutenue il y a environ 2 ans à l'Université de Paris-Sud et je suis actuellement en post-doctorat à l'Université d'Uppsala en Suède. Depuis des siècles, on s'intéresse à l'origine des espèces, mais aussi à l'origine des populations et à l'origine des variétés. Mais les bases conceptuelles concernant les processus de diversification en général, elles ont été proposées, je dirais, assez récemment, et ce par Charles Darwin dans son fameux livre L'origine des espèces, où dans l'une des seules figures qui illustre son livre, il explique en fait que la diversification est un processus de différenciation entre différentes lignées évolutives, qui peut aboutir à l'apparition de nouvelles espèces, mais aussi de nouvelles variétés ou nouvelles populations, ça dépend à l'échelle à laquelle on se place. Et Darwin s'est notamment appuyé sur l'étude des processus de diversification que j'appellerais anthropogéniques, à savoir la domestication, en observant la variabilité morphologique de différentes races de pigeons. Et en effet, il s'avère particulièrement pertinent d'étudier les processus de domestication si on veut comprendre les processus de diversification en général, puisque ce sont des processus qui se déroulent à très courte échelle de temps, à savoir les 10 000 ou 20 000 dernières années, et dont on connaît les tenants et les aboutissants, à savoir le taxon sauvage et le taxon domestiqué. Alors, quelles sont les questions qu'on se pose quand on va s'intéresser à la domestication ? Tout d'abord, elles peuvent concerner l'origine du taxon domestiqué. Alors, cette origine, elle peut être unique, comme on a pu le montrer chez le maïs, qui serait originaire d'une seule province dans le sud du Mexique, ou multiples, comme on a pu le montrer chez le riz qui présente 2 variétés différentes, Oryza indica et Oryza japonica, qui seraient respectivement originaires d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Alors, durant la domestication aussi, ce qui va se passer, c'est qu'on va, au sein de populations sauvages, prendre certains individus qui présentent des caractères d'intérêt, et ce sous-échantillonnage de ces individus va créer un sous-échantillonnage de la diversité génétique dans les populations sauvages, et donc on s'attend à voir une perte de diversité génétique au sein des taxons domestiqués. Et donc c'est ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, ou un goulet d'étranglement en génétique des populations. Et ces goulets d'étranglement sont montrés plus ou moins sévères selon les modèles d'études, donc très sévères par exemple chez le soja ou le tournesol. Mais qu'en est-il par exemple chez les arbres fruitiers, sachant qu'on sait que chez les arbres il y a des niveaux de diversité qui sont particulièrement forts, c'est des questions qui restent encore en suspens. Alors lors de la domestication, on a aussi une évolution du système de reproduction, en particulier donc, chez les arbres fruitiers, on utilise la technique de greffage, et donc on a une évolution d'un système de reproduction sexué à un système de reproduction asexué. Et quelle va être la conséquence de cette évolution sur l'évolution du taxon domestiqué? C'est encore là des questions qui restent en suspens. Sachant qu'on va avoir moins de cycles sexués, on peut s'attendre à ce que la différenciation génétique entre le progéniteur ancestral et le taxon domestiqué soit extrêmement faible. Si je compare par exemple à des céréales qui sont propagées de manière sexuée. Pardon. Enfin, comme taxon domestiqué et taxon sauvage ont divergé très récemment, on s'attend à ce que les barrières reproductives soient très faibles. Et donc on s'attend à des hybridations interspécifiques. Alors, tout d'abord, du taxon sauvage vers le taxon cultivé. Donc, à ce moment-là, on parlera d'une contribution. Cette contribution, elle peut être à l'origine, c'est-à-dire, par exemple, on va avoir 2 populations sauvages ou 2 espèces sauvages qui vont s'hybrider, qui vont créer un nouveau taxon domestiqué. Ou alors, on peut avoir une domestication à un temps T, à un endroit T, à partir d'une espèce X. Et, un peu plus tardivement, on va avoir une contribution par des introgressions de différentes espèces sauvages. Donc dans ce cas-là, je parlerai d'évolution post-domestication, et ça a déjà été montré chez le chevaux, le chien ou par exemple la vigne. Réciproquement, on s'attend aussi à des introgressions des taxons cultivés vers leurs apparentés sauvages qui peuvent potentiellement menacer l'intégrité génétique des taxons sauvages, mais je n'insisterai pas sur ce point aujourd'hui. Alors donc moi, durant ma thèse, je me suis intéressée à toutes ces questions. Mais avant de vous montrer un peu les hypothèses que j'ai testées, je vais vous présenter mon modèle d'étude. Donc le modèle d'étude, c'est le genre Malus. Donc ce genre regroupe l'ensemble des espèces de pommiers. C'est un genre qui est distribué à travers les régions tempérées, en Eurasie et en Amérique. Et donc qui regroupe un ensemble d'espèces proches
sauvage et une seule espèce domestiquée, le pommier domestique ici, Malus domestica. Donc Malus domestica produit l'ensemble des variétés qu'on connaît à l'heure actuelle sur le marché, à la fois commerciales, comme vous le voyez ici, et aussi traditionnelles, comme celles que vous voyez dans les vergers conservatoires. Au sein de ce genre, on a énormément d'hybridation interspécifique et la plupart des espèces sont allogames avec des systèmes d'auto-incompatibilité. Alors clairement, ce genre a une importance économique de par la production de la pomme, fondamentale, je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure, et culturelle, comme vous pouvez le voir ici. Sauf que quand j'ai commencé ma thèse, on avait très peu de connaissances sur l'histoire de la domestication du pommier cultivé. Alors on avait quand même quelques petits indices concernant l'origine du pommier cultivé. On supposait en fait que le pommier cultivé était originaire de Malus sieversii, donc le pommier sauvage d'Asie centrale, dans les montagnes du Tian Shan. Donc ces montagnes, elles jouxtent le Kazakhstan et la Chine. Et au sein de ces montagnes, on trouve des forêts extrêmement denses de fruitiers, non pas uniquement de pommiers, et des forêts extrêmement denses de Malus sieversii. Et quand on regarde un peu Malus sieversii et qu'on le compare au pommier cultivé, la première chose qui est assez frappante, c'est la taille des pommes. Donc Malus sieversii partage des caractères morphologiques avec le pommier cultivé. Donc ici, vous avez une Pink Lady typique à droite, et à gauche, vous avez, bon, alors il n'y a pas d'échelle, mais vous avez ici un pommier sauvage asiatique, et quand on les compare, elles ont le même goût, elles ont le même calibre. Donc ça a été un des premiers arguments pour dire que c'était le progéniteur principal. Un peu plus tard, on a eu des données génétiques qui sont venues confirmer cette hypothèse, à la fois basée sur des marqueurs chloroplastiques, donc ici des séquences chloroplastiques basées sur le marqueur MATCA. Et donc ici, vous voyez une phylogénie, donc qui représente les apparentements entre différents individus de différentes espèces de malus. En gros, on voit que cette phylogénie est très mal résolue, excepté un nœud ici qui regroupe le pommier cultivé et le pommier sauvage d'Asie centrale. Un peu plus tard, on a eu aussi une autre phylogénie basée sur des séquences nucléaires. Donc ici, c'est l'équivalent d'une phylogénie, sauf qu'on représente plus les réticulations intra-individus. Mais le concept est le même, et donc cet arbre nous montre qu'on a le pommier domestique, ici en noir, et le pommier sauvage d'Asie centrale qui se regroupent ensemble, suggérant même aux auteurs qu'il s'agirait de la même espèce. Donc nous, on est parti sur l'hypothèse qu'effectivement, cette espèce était le progéniteur ancestral du pommier cultivé. Sauf que d'autres auteurs supposaient qu'on avait une contribution un peu plus récente d'autres espèces sauvages présentes le long des routes de la soie, ici. Donc le scénario serait que depuis les 10 000 dernières années, on a eu énormément d'échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe, et que suite à ces échanges commerciaux, le pommier cultivé aurait été dispersé. Et donc le pommier cultivé serait originaire d'Asie centrale, et durant cette dispersion, il se serait hybridé avec les différentes espèces présentes le long de ces routes. Donc tout d'abord, le pommier sauvage sibérien, Malus baccata. Un peu plus tard, il se serait hybridé avec le pommier sauvage caucasien, Malus orientalis. Et encore plus tard, il y a environ 1500 ans, lors de l'introduction du pommier cultivé en Europe, on aurait des hybridations avec le pommier sauvage européen. Sauf qu'à l'époque, on n'avait aucune donnée génétique qui venait confirmer ou réfuter cette hypothèse. Donc on s'est principalement focalisé sur cette question. Alors le problème, c'est qu'on n'avait même aucune idée de la différenciation génétique entre ces espèces, des espèces qui étaient décrites d'un point de vue morphologique, mais est-ce que finalement, elles représentaient vraiment des unités génétiques distinctes? Donc on est reparti un peu sur les phylogénies qu'on avait à l'époque, pour voir si on pouvait avoir un petit indice sur la différenciation génétique entre ces espèces. Donc à nouveau, on avait des phylogénies basées sur des séquences chloroplastiques et des séquences nucléaires, et globalement, on n'avait aucune résolution pour les espèces d'intérêt, donc on n'avait toujours pas d'idée de la différenciation génétique entre ces espèces. Donc durant ma thèse, j'ai essayé de reconstruire l'histoire de la domestication du pommier cultivé, donc en me focalisant donc, sur le pommier cultivé, évidemment. Donc c'est une espèce qui est absente du milieu naturel, donc si vous trouvez des individus en milieu sauvage, ce sont souvent des individus échappés de verger. Et je me suis aussi intéressée donc, à ces 4 espèces sauvages. Donc le pommier sauvage européen, donc, qui est distribué à travers l'Europe. Le pommier sauvage caucasien, Malus orientalis, donc, qui est distribué dans le Caucase, donc Turquie, Arménie et un peu le sud de la Russie. Le pommier sauvage d'Asie centrale, donc, qui est distribué en Asie centrale, donc Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Et enfin, le pommier sauvage sibérien, qui lui a une distribution un peu plus marginale en Sibérie et en Asie du Sud-Est. Alors morphologiquement, ces différentes espèces ont des pommes très différentes. Le pommier sauvage européen et le pommier sauvage caucasien ont des toutes petites pommes très astringentes qu'on ne consomme pas, ou vous pouvez tenter de les consommer, mais
les conséquences sont assez difficiles. Le pommier sauvage d'Asie centrale lui présente une très grande variabilité morphologique, c'est-à-dire que ça peut aller des pommes toutes petites de type Malus sylvestris astringente à des pommes très grosses, très gros calibre, sucrées type Golden Delicious. Et enfin, le pommier sibérien, alors il présente des toutes petites pommes type cerise. Alors on avait un échantillonnage assez représentatif de la distribution de nos espèces. Donc chaque point ici représente des populations échantillonnées. Donc on avait environ 700 échantillons du pommier sauvage européen à travers l'Europe. Environ 200 échantillons du pommier sauvage caucasien. De la même manière, on avait à peu près 200 échantillons du pommier sauvage asiatique et 2 populations du pommier sauvage sibérien. Donc l'ensemble de ces individus, je les ai amplifiés à l'aide de marqueurs microsatellites. Donc, ce sont des marqueurs génétiques qui sont hyper variables et qui ont la caractéristique d'être témoins des événements très récents dans l'histoire évolutive d'une espèce. À cela, j'ai ajouté environ 400 cultivars de pommiers cultivés qui venaient de différents instituts, INRA, USDA, que j'ai aussi amplifiés à l'aide de ces 26 marqueurs microsatellites. Et donc, je me suis principalement posé 3 questions à l'aide de ces marqueurs. Tout d'abord, est-ce que je pouvais différencier génétiquement mes 5 espèces d'intérêt, à savoir les 4 espèces sauvages et le pommier cultivé? En particulier, est-ce que je voyais une différenciation génétique entre le pommier cultivé et son progéniteur ancestral? Souvenez-vous, avec la technique de greffage, on s'attend peut-être à ce qu'en fait, ces deux espèces forment un seul pool génétique. Ensuite, je me suis intéressée à la contribution de chacune des espèces sauvages au pool génétique cultivé, donc en supposant que le pommier sauvage d'Asie centrale était le progéniteur ancestral. Et enfin, j'ai essayé de voir s'il y avait eu ou non goulet d'étranglement durant la domestication. Donc, tout d'abord, concernant la différenciation génétique entre les 5 taxons. Donc, pour savoir s'il y a différenciation génétique au sein d'un jeu de données, vous utilisez un logiciel qui est assez connu chez les généticiens d'EPOP qui s'appelle Structure. Et en fait, Structure va supposer un certain nombre de groupements mictiques au sein d'un jeu de données. Donc chaque groupe est représenté par différentes couleurs et on peut supposer autant de groupes qu'on le souhaite. Donc ici, j'en ai supposé de 2 à 8. Et donc ici, chaque individu est représenté par une barre verticale. Donc j'avais l'ensemble des échantillons pour mon pommier sibérien, pour l'ensemble de mes espèces. Donc ici, vous avez l'ensemble des échantillons représentés. Et donc par exemple, cet individu-là, il est assigné à 75% dans le pool génétique jaune et à 25% dans le pool génétique vert. Et donc, quand je lance cette analyse, le logiciel me dit que le nombre le plus probable de groupes génétiques que j'ai dans mon jeu de données est 5, et il me différencie bien clairement le pommier sauvage sibérien, le pommier cultivé, le pommier sauvage caucasien, asiatique et européen. Donc mes 5 taxons forment effectivement des groupes génétiques distincts. Donc à partir de là, et un résultat qui est particulièrement surprenant, enfin qui nous a surpris à l'époque, c'est que le pommier cultivé forme un groupe génétique distinct de son progéniteur ancestral, le pommier sauvage asiatique. Un résultat auquel on ne s'attendait pas forcément. En plus, quand on regarde les coefficients de consanguinité, le FIS, on voit qu'il est extrêmement faible. Donc ça suggère en fait que les individus chez le pommier cultivé se croisent de manière aléatoire. Et je vous expliquerai pourquoi on ne s'attendait pas forcément à ce résultat-là. Donc une fois que je savais que mes 5 espèces étaient différenciées, je me suis intéressée à leur contribution au sein du pool génétique cultivé. Donc, j'ai encore utilisé le logiciel Structure en supposant cette fois-ci 2 groupes génétiques distincts, à chaque fois le pommier cultivé, donc l'ensemble des cultivars que j'avais sont représentés ici, et les pouls génétiques sauvages, donc ici le pool génétique caucasien, asiatique, européen et sibérien. Alors comment on interprète ce style de figure? En fait, par exemple, prenons cet individu, on voit qu'il est assigné à plus de 75% dans ce pool génétique sauvage, puisqu'il est rouge à plus de 75%. Et le pool génétique sauvage ici est le pommier sauvage caucasien. Donc j'ai interprété cette figure comme une contribution du pommier sauvage caucasien au pool génétique cultivé. Et donc, en ayant ce raisonnement sur l'ensemble de ces figures, on voit qu'on a une faible contribution du pommier sauvage caucasien dans quelques variétés ici, une faible contribution aussi du pommier sauvage d'Asie centrale et quasiment aucune contribution du pommier sauvage sibérien. Par contre, on a une contribution majeure du pommier sauvage européen au pool génétique cultivé. Alors ça, c'était un résultat assez surprenant et assez majeur. Et juste avant d'aller un peu plus loin, donc vous voyez ici une petite remarque sur ces individus qui sont assignés dans le pool génétique sauvage à 100% dans le pool génétique cultivé. Donc ces individus qui sont en vert, là,
En fait, ce sont des individus qu'on a mal identifiés sur le terrain. On pensait que c'était des individus sauvages et finalement, c'était des individus cultivés. Et il s'avère que c'est assez difficile de reconnaître sur le terrain les pommiers sauvages des pommiers cultivés. Donc revenons à notre résultat. Donc, on était assez content de ces résultats. Le problème, c'est que structure, ça représente des introgressions que sur quelques générations, maximum 10 générations. Donc si on suppose un temps de génération de 10 ans chez les pommiers, ça nous reflète que le pommier sauvage européen a contribué depuis les 100 dernières années, de manière assez importante, sauf que nous voulions savoir si cette contribution était aussi plus ancienne. Donc par exemple, depuis les 1000 dernières générations, sachant que les processus de domestication ont eu lieu il y a 10 000 ans, si on suppose un temps de génération de 10 ans, qu'en est-il depuis les 1000 dernières générations? Donc pour répondre à cette question, on a utilisé l'approximate Bayesian computation, qui est une méthode assez utilisée chez les généticiens des populations, qui permet de comparer des scénarios historiques et démographiques, et en particulier des scénarios historiques d'introgression. Alors avant d'aller un petit peu plus loin dans les résultats, je vais juste vous expliquer le principe de cette méthode. Alors l'idée, c'est, par exemple, vous voulez tester 3 scénarios différents. Votre espèce a subi un goulet d'étranglement à un temps T, ou est restée à taille constante, ou a divergé en deux populations à un temps T. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simuler un grand nombre de jeux de données pour chacun de ces scénarios. Vous allez résumer chacun de ces scénarios par ce qu'on appelle des statistiques résumées simulées. Ces statistiques résumées sont par exemple des niveaux de richesse allélique, des indices de différenciation tels que des FST. Et ensuite, vous allez comparer ces statistiques résumées simulées aux statistiques résumées observées que vous avez calculées pour votre jeu de données. Et donc l'idée de l'ABC, c'est que vous allez choisir le scénario qui aura les statistiques résumées simulées les plus proches des statistiques résumées observées sur votre jeu de données. Donc en utilisant cette méthodologie, j'ai comparé 4 scénarios d'introgression en excluant tous les individus appartenant à l'espèce Malus baccata, puisque c'était l'espèce la plus divergente et on n'a pas vu de contribution à l'aide du logiciel structure. Donc 4 modèles d'introgression différentielle, donc un modèle d'introgression réciproque des espèces sauvages au sein du pool cultivé, réciproquement, un modèle d'introgression unilatérale des espèces sauvages dans le pool cultivé, un modèle d'introgression simple du pommier sauvage européen dans le pool cultivé, et enfin un modèle sans introgression. Alors juste pour vous rappeler, ce modèle d'introgression simple est censé refléter les résultats que j'ai vus sur structure sur quelques générations, où on voit une contribution majeure du pommier sauvage européen. Donc en comparant ces scénarios, en simulant les jeux de données, en les résumant avec les statistiques et en les comparant aux statistiques que j'avais pour mon jeu de données observé, on montre que le scénario le plus probable est celui qui suppose une introgression simple du pommier sauvage européen dans le pool cultivé. Donc que suppose ce scénario ? Ce scénario, il suppose une divergence ancienne du pommier sauvage européen et du pommier sauvage asiatique. Un peu plus tard, on a une divergence du pommier sauvage caucasien à partir du pommier sauvage d'Asie centrale. Il y a 10 000 ans, lors du début de la domestication du pommier cultivé en Asie centrale, on a la divergence ici du pommier cultivé à partir de son progéniteur ancestral. Et enfin, il y a 1500 ans, lors de l'introduction du pommier cultivé en Europe, on a une introduction du pommier sauvage européen dans le pool cultivé qui donne la diversité que nous, on observe à l'heure actuelle. Donc vous voyez que basé à la fois sur quelques générations sur structure et sur des simulations sur beaucoup plus de générations, on a clairement une contribution du pommier sauvage européen au pool génétique cultivé. Enfin, je m'étais intéressée à l'existence ou non d'un goulet d'étranglement durant la domestication. Donc, pour faire ça, on regarde le niveau de diversité chez différentes espèces. Donc ici, elles sont représentées ici par différentes couleurs, le pommier cultivé ici en vert, et les autres espèces à votre droite. Et donc, si on observait un goulet d'étranglement, on s'attendrait à ce que les niveaux de diversité chez le taxon domestiqué soient beaucoup plus faibles que ce qu'on observe chez les espèces sauvages. Donc ici, vous voyez les niveaux de diversité entre le pommier cultivé et les autres espèces, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu de goulet d'étranglement, ou en tout cas, on n'est pas capable de les détecter avec les marqueurs microsatellites. Donc maintenant, je vais vous faire un petit résumé de l'ensemble de ces résultats. Donc déjà, on a un nouvel aperçu du processus de domestication du pommier sauvage, du pommier cultivé, pardon. Donc on a bien une domestication dans les montagnes du Tian Shan à partir du pommier sauvage d'Asie centrale. Et on a des contributions un peu plus récentes d'autres espèces sauvages présentes le long de la route de la soie, une contribution majeure du pommier sauvage européen,
Et un autre résultat que je ne vous ai pas trop montré aujourd'hui, c'est qu'on a une contribution mineure du pommier sauvage caucasien à certaines variétés méditerranéennes, mais on n'avait pas assez de cultivars pour confirmer en fait, ce résultat-là, et il demande un peu plus d'investigation. D'autre part, on voit clairement l'apport des microsatellites dans la compréhension du processus de domestication chez le pommier cultivé. On voit que basé sur des séquences nucléaires, on n'arrivait pas à différencier le pommier cultivé du pommier sauvage d'Asie centrale, alors que sur la base de marqueurs microsatellites, on arrive clairement à distinguer les deux poules génétiques. Enfin, on voit qu'on a un processus de domestication qui est assez original si on compare par exemple aux céréales. On voit qu'on a énormément de flux de gènes, que ce soit des taxons sauvages vers le cultivé et aussi au sein du cultivé. Et on peut se poser la question des pratiques d'amélioration variétale chez les fruitiers en général, puisque comment on va améliorer des pommiers, ou d'ailleurs tous les fruitiers, ça va être un peu plus compliqué que chez les céréales, par exemple, puisque ce sont des espèces qui sont pérennes, c'est des espèces qui sont allogames, qui ont souvent des systèmes d'auto-incompatibilité, donc c'est très difficile de fixer des caractères d'intérêt. Donc, comment faisaient les fermiers à l'époque ? En gros, ils faisaient totalement au hasard, ils faisaient des croisements aléatoires, après ils regardaient la descendance, ils gardaient uniquement les descendants qui les intéressaient, et ils les maintenaient par greffage. Et donc ça, en fait, ça a favorisé les flux de gènes au sein du pool cultivé, ce qui explique en fait nos FIS, nos coefficients de consanguinité extrêmement faibles, et ça a aussi favorisé les flux de gènes du taxon sauvage vers le taxon cultivé. Et ça, en fait, c'est des patterns qu'on retrouve énormément chez des espèces longévives, telles que les chevaux, les chiens, et aussi chez la vigne. Enfin, on voit qu'on n'a pas de goulet d'étranglement, en tout cas on n'a pas de traces, et ça c'est assez commun aux fruitiers, on voit ça chez la vigne aussi, l'avocatier et l'olivier. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu de goulet d'étranglement initial lors de la domestication, ça veut peut-être dire que l'utilisation de nos marqueurs microsatellites, qui sont témoins d'une évolution assez récente, en fait sont juste témoins des introgressions récentes. Et qu'en fait, ces introgressions récentes ont balayé l'effet initial du goulet d'étranglement. Donc, quelles sont les perspectives maintenant de ce travail ? Donc, elles vont passer par des approches de génomique. Donc, moi, j'ai utilisé 26 marqueurs microsatellites à l'échelle du génome. L'idée maintenant, c'est d'utiliser carrément le génome entier et de regarder si on a des traces de sélection pour des gènes, des caractères d'intérêt, tels que la taille de la pomme. Ici, par exemple, vous avez la taille des pommes de Malus sylvestris, donc une espèce qui a contribué au génome du pommier cultivé. Et on a ici une pomme de Malus domestica, donc il y a clairement une différence. Et donc, y a-t-il eu une sélection pour les gènes qui codent pour, par exemple, la taille de la pomme ou d'autres propriétés organoleptiques. Aussi, on a vu donc des introgressions du pommier sauvage dans le pool génétique cultivé. Donc, comment se font ces introgressions ? Est-ce qu'elles se font dans des parties codantes ? Et si elles se font dans des parties codantes, est-ce qu'elles sont liées à des caractères adaptatifs chez le pommier cultivé ? Par exemple, une adaptation au climat local en Europe. Enfin, les autres perspectives concernent plus des perspectives d'échantillonnage. Donc, il faudrait aller échantillonner d'autres espèces sauvages dans des régions non explorées, donc telles que l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, le Turkménistan. Donc c'est une tâche qui est assez difficile pour le moment, mais on essaye, on s'y tient. Et aussi accéder à des cultivars locaux d'autres parties du monde, puisqu'en fait la plupart des cultivars qu'on avait étaient originaires d'Europe. Donc effectivement, on a montré une contribution majoritaire du pommier sauvage européen, mais si on obtient une collection à l'échelle de l'Eurasie, est-ce qu'on ne va pas voir aussi d'autres contributions potentielles d'autres espèces sauvages ? Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de réaliser. Donc je voulais vous remercier de votre attention. Et je voulais remercier particulièrement donc, Tatiana Giraud et Pierre Gladieux, qui étaient mes encadrants de thèse, les organisateurs pour m'avoir invité, et l'ensemble des personnes qui m'ont aidé durant toute ma thèse, et surtout l'ensemble des échantillonneurs à la fois en France et en Europe, qui, sans eux, je n'aurais pas pu faire tout ce travail, et l'ensemble des financeurs et des partenaires. Merci. Alors, les questions. Pas de questions aussi là-haut. Merci
pour cet exposé. Par rapport à l'utilisation des microsatellites et le fait qu'on ne peut pas avoir des bottlenecks, est-ce que, par rapport à la conclusion sur le fait que les microsatellites ne sont pas bons pour voir des bottlenecks anciens, en fait, est-ce que tu envisages d'utiliser d'autres marqueurs, comme par exemple des marqueurs avec des taux d'évolution plus lents, pour essayer de tester cette hypothèse? Alors en fait, comme on va avoir des génomes, il y a des approches qui sont faisables où on va utiliser des SNP en fait, et il y a des modèles qui sont pas mal utilisés maintenant justement pour voir l'évolution des tailles efficaces au cours du temps. Donc je pense qu'on va plutôt utiliser ces approches en fait, donc des SNP en fait, plus que des microsats. Alors c'est sûr que les microsats ils ont été utiles là pour cette histoire récente, mais faut en fait les séquences qui existaient avant, elles n'étaient pas assez variables entre les espèces parce que je pense que c'est des espèces qui ont divergé extrêmement récemment, donc on n'avait pas assez de signal. Mais je pense qu'avec des génomes, on aura assez de SNP pour essayer d'estimer quelque chose. Est-ce qu'il y a pour le pommier des données archéologiques, historiques, ou même littéraires, sur comment il a voyagé sur la voie de la soie? Est-ce qu'on connaît quelque chose? J'imagine que oui, mais moi rien. Oui, il y a des données. Bon, c'est sûr, c'est pas ma spécialité. Donc, on travaille, on discute d'ailleurs sur des projets avec des archéobotanistes et aussi ceux qui font de l'ADN ancien pour essayer de faire un style de consortium pour regrouper toutes ces données. Mais oui, il y a énormément de données sur le pommier en fait, et il y a énormément de sites archéologiques. Bon, après, pour avoir des restes de pommiers, en tout cas des restes de graines, c'est assez difficile. Il y a des collections en Suisse, aussi en France, il y a des bonnes collections et on est en discussion justement pour travailler là-dessus. Disons qu'il y a des... disons qu'on estime qu'ils sont arrivés à peu près à l'époque des Grecs. Après, c'est des estimations grosso modo, donc nous on a 1500 ans, mais c'est assez variable en fait. Mais a priori, il y a 1500 ans, le pommier cultivé est arrivé et a colonisé l'Europe. Merci. Le sylvestris, est-il réparti uniformément dans toute l'Europe ou est-ce qu'il y a des biotopes particuliers parce qu'on en trouve relativement peu Alors en fait, étonnamment, on pensait c'est une espèce qui n'est pas une espèce très dense, c'est plutôt une espèce qui forme des populations disséminées, mais il est quand même assez présent parce qu'on a fait des campagnes d'échantillonnage et on trouve quand même des forêts assez denses. Après, il a une écologie assez particulière, c'est une espèce qui est assez héliophile. Du coup, en forêt, on le retrouve plus trop. En tout cas, il résiste pas trop longtemps. Et sinon, on les retrouve souvent dans les flood plains. Je ne sais pas trop comment ça se dit en français, mais là, plaine inondée, oui. Pardon. Et donc, oui, il y a une écologie particulière. Il n'est pas très tolérant à la compétition aussi. Mais honnêtement, on n'a pas trop une bonne idée de l'écologie de ces espèces. On a commencé une étude avec une équipe en Alsace. Mais c'est vraiment préliminaire pour l'instant. Je voulais savoir, est-ce qu'on sait s'il existe quelques transferts horizontaux de gènes entre le porte-greffe et le greffon, qui pourrait expliquer aussi une partie de la diversité chez le pommier domestique en Europe? Très bonne question. Je ne sais pas. Après, les transferts horizontaux, je ne sais pas si c'est très probable. Mais Dans beaucoup de relations mutualistes, par exemple, on observe ce genre de transfert, donc ça ne pourrait pas être... C'est une très bonne question. Ouais. Il faudrait que j'y réfléchisse. Il y a des précédents décrits entre greffon et porte-greffe. D'accord. Mais pas que je sache chez le pommier. À ma connaissance, je ne sais pas. Oui, moi j'ai deux questions qui sont liées. La première, est-ce que le nombre chromosomique des différentes espèces que vous avez étudiées est le même? Et d'autre part, il me semble, vague souvenir, que le génome du pommier, enfin, Malus domestica, donc, est lui-même composé de deux génomes, que ce serait un allopolyploïde. Est-ce que vous avez des informations plus précises là-dessus? Les espèces que j'ai étudiées sont toutes diploïdes, elles ont le même nombre de chromosomes. Et en fait, il y a eu une polyploïdisation ancestrale,
mais elle est plus visible. Donc en fait, ça fait que c'est des espèces diploïdes. Par contre, on peut retrouver des traces de polyploïdisation au niveau du génome, certains gènes qui ont été dupliqués et qui n'ont pas encore été éliminés. Polyploïdisation, le nombre de chromosomiques du pommier, c'est 17. Ouais. Oui, en fait, ils pensent que c'est l'origine alloploïde, mais on n'a pas trop d'idées sur l'origine. En fait, il y a des hypothèses, il y a 3 principales hypothèses, et a priori, ça serait un croisement, si je me souviens bien, entre une espèce je me souviens plus trop des détails, mais il faudrait que j'aille revoir. Mais il y a 3 hypothèses principales sur l'origine. Oui, tout est. En fait, chez les pommiers, tout se croise dans tous les sens. En fait, après, ça dépend de ce qu'on appelle une espèce, parce que voilà, c'est ça. En fait, c'est des populations différenciées, on peut dire ça. Je vous invite à toujours reprendre le micro quand vous reprenez la parole. Vous avez le droit de reprendre la parole ad libitum, mais on entend très mal vers le haut. Hein. C'est rien. Moi, je ne suis pas certain de ce que tu dis sur le fait qu'il y ait eu des hybridations volontaires aussi nombreuses entre Sylvestris et, on va dire, la présélection. D'accord ? Je me demande si Sylvestris, si tu n'as pas des propriétés, comme c'est allogame, n'a pas des propriétés, si tu veux, diffusion du pollen beaucoup plus importante. Et comme je pense que les populations jusqu'au 15e, 16e siècle, si tu veux, n'ont pas réellement orienté les croisements, d'accord ? Raison pour laquelle on a une telle diversité chez le pommier, d'ailleurs. Moi, je me dis, si tu veux, qu'en fait, c'est parce que Sylvestris a des propriétés beaucoup plus riches dans le croisement que le pré-domestica, si tu veux, au départ, qui venait d'Asie, quoi. Je crois pas que ce soit l'homme qui est tant... je dis pas que c'est conscient. Je dis pas que ces croisements sont conscients. Après, déjà... C'est assez difficile de différencier déjà le pommier sauvage européen, donc je pense que ça s'est même pas fait de manière assez consciente. Hein. Mais il y a aussi le fait que les systèmes d'auto-incompatibilité favorisent ces hybridations. Parce qu'en fait, on va dire que ces systèmes d'auto-incompatibilité facilitent les hybridations interspécifiques. Donc ça, c'est clair que chez les pommiers, mais même aussi chez les oliviers et toutes ces espèces-là, ces systèmes sont vachement importants pour la domestication. Donc c'est pas forcément conscient, en fait. Ça s'est fait un peu complètement au hasard. Hein. Au sujet de Malus sylvestris, je voudrais vous dire en tant que cuisinier qu'on peut manger des Malus sylvestris. On peut. Non, il ne faut pas essayer de les manger crus, c'est totalement immangeable. Mais si on considère que c'est une source d'acidité et d'amertume qui neutralise les graisses, on peut les mettre dans des viandes en sauce, on peut les mettre dans des gastriques et autres. Je suis à disposition de quiconque pour dire comment on peut mettre du Malus sylvestris et ça donne un petit goût qui n'est pas désagréable et qui est totalement inédit. Oui, non, mais il y en a beaucoup qui utilisent pour la compote, c'est plutôt manger cru. Non, alors en compote, ça ne va pas du tout. Oui. Nous discuterons. La congélation est aussi un moyen d'aider les tanins à se combiner aux protéines et à agacer moins les papilles, mais la cuisson également. Bon, alors Merci. Sur ce point qui pourra être discuté à la pause, là une chose de faite, y a-t-il d'autres questions ? Je me demandais, les processus de domestication commencent dans l'ère dite d'origine, c'est-à-dire là où il y a des populations sauvages ou parfois, comme on le voit là, des espèces assez voisines. Qu'est-ce qu'il en est après le processus de diffusion ? C'est-à-dire quelle est la diversité génétique qu'on a ? Je sais que vous avez eu une discussion tout à l'heure à quelques-uns assez intéressante à propos de l'Amérique. Qu'est-ce qu'il en est de la diversité génétique dans les zones où a été diffusée la culture du pommier ? Et très anciennement, pour le coup. Alors, enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, le pommier cultivé, c'est assez compliqué à retracer son histoire de diffusion, puisqu'en fait, comme c'est une espèce qu'on ne retrouve pas vraiment en milieu naturel, on a accès aux collections. Donc, il y a les collections de l'INRA, de l'USDA et tout, et d'autres collections d'ailleurs. Et donc, par rapport au niveau de diversité, ce qu'on sait en général, c'est que les niveaux de diversité sont particulièrement hauts. Et par exemple, on ne peut pas dire en fait qu'il y a des collections,
on ne peut pas dire qu'on a différents groupes génétiques liés à des origines géographiques différentes. En fait, c'est extrêmement divers. Il n'y a pas de différenciation génétique au sein du pommier cultivé. On a une différenciation entre le cidre, par exemple, et le dessert, plus. Mais on n'a pas vraiment d'idée, en fait. Mais moi, je pensais aux Amériques en particulier. Par rapport aux pommiers cultivés en Amérique ? Alors, les pommiers, en fait, l'histoire du pommier cultivé en Amérique est extrêmement récente et on peut plus parler d'amélioration variétale que d'histoire de la diffusion du pommier cultivé. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu compliqué de retracer cette diffusion en dehors de l'Eurasie, puisque les croisements ont été faits depuis le XXe siècle, en fait. Donc, oui, c'est à propos de l'apport de Malus sylvestris, qui est quand même relativement important, apparemment. Donc, notamment vu son écologie, peut-être éventuellement, est-ce que l'écologie passée, est-ce que l'amplitude écologique était plus grande, ou est-ce que le Malus sylvestris qui expliquerait qu'il soit d'un apport aussi important, ou bien parce que bon, vu là, bon, je viens d'Alsace, donc comme vous disiez que vous travaillez avec une équipe sur la question, il est quand même très très disséminé, pas des grandes populations, c'est des pieds généralement isolés. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'il ait une importance aussi grande ? Il était à proximité, vraisemblablement, des pommiers. Alors, en fait, on fait des études, là, en parallèle, des études des hybridations dans les deux sens. Et on montre clairement qu'on a énormément d'introgression dans tous les sens entre le pommier cultivé, enfin le pommier sauvage et le pommier cultivé, pardon. Et donc, en fait, je pense que même si c'est une espèce disséminée, c'est une espèce qui disperse à très longue distance assez facilement. Donc ça favorise assez facilement les hybridations avec le pommier cultivé dans un sens. Mais ça, c'est plus de manière consciente. Enfin, pas consciente, mais disons que si ça s'est fait, sachant que le pommier cultivé, il est présent uniquement dans des instituts et pas présent en milieu sauvage, on considère qu'en fait les pollinisations, enfin les contributions qu'on observe là, ça s'est plus ou moins fait de manière consciente. Alors peut-être consciente peut-être que la personne qui a fait le croisement au moment X ne pensait pas que c'était un pommier sauvage, mais ça a été fait par l'action de l'homme. Donc ce que vous voyez là, en fait, c'est pas forcément lié à l'écologie de Malus sylvestris, mais c'est plus lié à son histoire. À l'histoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Okay. Oui, parce que bon, les pollinisateurs, c'est quand même entomophile, donc oui. Bon, une abeille, bon, si elle trouve rien, elle fait par exemple 8-12 km, ce qui est déjà beaucoup. Hein, mais quand on observe la structuration génétique du pommier sauvage à l'échelle de l'Europe, elle est extrêmement faible, ce qui suggère quand même qu'ils arrivent à disperser énormément. Mais ils ont aussi des larges tailles de population. Merci. Alors, s'il y a une dernière question tout en haut. Bonjour, c'est une toute petite question parce que vous avez dit que les pommiers sauvages de Tien Shan ont développé des fruits bien juteux, bien savoureux. Alors pourquoi ils ont fait ça comme ça à Tien Shan et pourquoi les sylvestris en Europe ont des petits fruits qu'il n'y a que des chefs qui reconnaissent leur valeur? Alors pourquoi la différence de taille de pomme entre... Oui, parce qu'il y a peut-être une raison pourquoi justement, je ne sais pas, je me pose la question, c'est tout. Alors l'hypothèse en fait dans les montagnes du Tien Shan, c'est qu'en fait à la dernière glaciation, on a eu un isolement de ces populations et qu'en fait il y a une pression de sélection par les ours pour des meilleures pommes juteuses. Ah oui, je retrouve mes ours, justement, c'est ça. Merci. Vous nous avez dit au début de votre exposé qu'il était facile de distinguer Domestica de Sylvestris. Le deuxième avait des toutes petites pommes très astringentes, immangeables, sauf cuites. Et puis ensuite, j'ai cru comprendre que c'était très difficile de les distinguer. Alors, si je prends par exemple la forêt de Fontainebleau, où il y avait des carrières de grès jusqu'au XXe siècle, c'est là qu'il y a le plus de pommiers dans cette forêt. C'est aussi là qu'il y a le plus de lumière, mais c'est aussi là que les carriers mangeaient des pommes. Est-ce qu'il est possible que le Domestica soit sauvage au point de ressembler au Sylvestris? Alors ça, c'est une question
auquel on n'a pas trop répondu. Alors déjà, oui, pour la différenciation juste des pommiers, en fait, par rapport à la remarque que j'avais faite, c'est juste que sur le terrain, on arrive, la caractéristique qui nous aide à différencier sauvage et cultivé, c'est la taille des pommes, sauf qu'on n'arrive pas forcément sur le terrain au bon moment. Après, comment dire, on n'a pas encore d'études claires qui puissent répondre en fait, à cette question. Je dirais, en fait, on ne sait pas. Il faut dire que la notion d'espèce est aujourd'hui un peu compliquée. C'est ça en fait. Mais au point qu'on retrouve des ensauvagés, en fait on a fait une étude sur les hybridations du pommier cultivé vers le pommier sauvage. Donc on retrouve des hybrides, des pommiers sauvages hybrides avec le pommier cultivé, mais au point qu'ils deviennent sauvages, je ne suis pas certaine. Mais en fait, à l'heure actuelle, on n'a aucune idée. Malus floribonda, je sais que c'est utilisé dans la sélection pour apporter des gènes de résistance à la tavelure. Il se classe où je ne l'ai pas vu. Il était dans la liste là Dans la phylogénie ? Oui. Oui, il était. Il est proche de quoi? Alors, floribunda, il est proche, il est plus basal en fait dans la phylogénie. Mais elles sont très mal résolues ces phylogénies. Donc en fait, honnêtement, pour les relations d'apparentement entre les espèces, mais elle est beaucoup plus basale en fait. Elle est pas très proche en fait du complexe Sylvestris-Siversi.